Bonjour, bonjour, bienvenue, bienvenue. Alors, question rituelle avant que j'aille plus loin. Est-ce que dans le chat, vous pouvez juste me dire si vous m'entendez, si vous me voyez? Voilà, on va laisser quelques instants pour démarrer. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Si oui, tant mieux. Sinon, j'attends un petit peu. Excellent. Merci Louis. Donc bonjour, bienvenue pour ce webinaire de rentrée, hein. On redémarre l'année, on est début septembre et je vous propose, aujourd'hui qu'on prenne un peu de recul sur, les 3 années et demie qui viennent de s'écouler, hein, qui ont mis, en stress, les organisations, les managers, les formateurs, les équipes et pour partager quelque chose que j'ai vu apparaître, progressivement, hein. C'est l'importance de passer du management ou du manager hybride au manager adaptatif. Alors, je suis Jérôme Boquet, je suis le fondateur et dirigeant d'Eikos Concept. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn avec, le lien qui est en dessous de la présentation. Cette présentation, je vous la partagerai à la fin, vous l'aurez et donc, je me suis dit que c'était l'occasion de la rentrée pour justement réfléchir par rapport à l'évolution managériale, même si, l'évolution managériale, c'est de tout temps et ça va continuer. Heu alors, le webinaire, j'ai découpé en plusieurs séquences, rapidement, qui étaient cause concept. Ensuite, je vais revenir sur les effets, hein, ce qui s'est passé, en 2020, 2021, 2022, 2023, ce que ça a donné. Qu'est-ce que c'est que le management adaptatif? Et c'est un sujet, extrêmement concret, hein, on va voir ce que ça donne. Je vous partagerai aussi, les chantiers prioritaires qu'on met en place chez nos clients, parce que c'est en partant du terrain qu'on voit les éléments importants. Il y aura ensuite une séquence de questions-réponses, même si je répondrai à vos questions au fur et à mesure du webinaire et j'ai prévu plusieurs moments dans lesquels je vais solliciter vos retours d'expérience, vos suggestions. Et puis à la fin, je vous partagerai le prochain webinaire qui aura lieu dans un mois. Si à un moment donné, vous avez des questions, des attentes, des points particuliers, notez-les dans le chat, j'y répondrai dans la mesure du possible, j'y répondrai après et si vous avez des questions particulières ou des besoins particuliers, vous avez au-dessus, 2 boutons sur lesquels vous pouvez cliquer, un pour me suivre sur LinkedIn et puis 2 pour rentrer en contact avec Ecos Concept. Donc justement, et Ecos Concept, donc j'ai créé cette énorme entreprise en 1991. Donc vous voyez, ça fait quelques années et au fil des années, on a développé, 2 niveaux complémentaires d'intervention. L'un sur les méthodes et les moyens, la formation, le digital, la facilitation et cetera et un autre sur les sujets et au fil des années, on a développé une vraie compétence sur les 2. Et pour certains de nos clients, on intervient plutôt sur les sujets et pour d'autres, on intervient plutôt sur les moyens. Et si je regarde en 2023 les sujets d'actualité, on a 4 grands sujets qui sont, bah, réussir ses priorités dans un monde qui bouge, qui a été l'objet du premier webinaire que j'ai animé au mois de juin, que vous pourrez suivre. On a après manager dans l'incertitude dans un contexte hybride, qui est l'objet de ce webinaire. Et puis on a 2 autres sujets qui sont réussir les transformations, qui a été le webinaire que j'ai animé au mois de juillet. Et puis un autre sujet qui est renforcer les formateurs internes, mais que je vais laisser de côté aujourd'hui. Alors maintenant, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet, mais avant d'aller plus loin, voilà les 2 webinaires où vous pouvez effectivement aller plus loin, parce qu'il y a des choses sur que je vais faire référence, donc vous allez dans Webikeo et vous trouverez et le webinaire et la présentation. Donc je vois que Louis, pose une question. J'ai mis l'hypothèse, alors tout le monde ne sont pas faites pour manager. Manager est un métier qui s'apprend, c'est une compétence et d'ailleurs, je vais revenir sur ce point-là, hein, on sait qu'on doit former, des commerciaux pour être des bons commerciaux, on sait qu'on a formé, des chefs de projet pour être des bons chefs de projet. Bah, ça va être aussi important de former des managers, mais former, ça ne veut pas forcément dire leur apprendre de la théorie, leur apprendre ça va être de les aider à mieux s'en sortir dans leur contexte. Mais je vais y revenir juste après. Alors, je propose qu'on rentre dans le cœur du webinaire. Après tout, pourquoi passer, hein, du management hybride au management adaptatif et qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, déjà, il était une fois des managers. Alors, des managers de petites équipes, de grandes équipes, et puis on retrouvait quoi? On retrouvait 3 grands styles de managers. Il y avait le ou la manager de proximité, alors qui était en même temps en proximité, mais c'est pas pour autant qu'on arrivait à se voir. C'est-à-dire, on se voyait dans le couloir, on se voyait entre 2 portes. Mais et puis vous avez après le manager de résultat, celui ou celle qui était plutôt calé sur les indicateurs et que finalement on ne voyait que quand ça n'allait pas. Alors bien évidemment, il y avait des managers qui étaient en proximité et qui manageaient les résultats. Et vous aviez une minorité de managers qui manageaient à distance. Alors beaucoup chez les managers commerciaux, hein, parce que le management commercial avec des équipes dispersées, c'est tout sauf récent. Mais on avait bah, moi, mon équipe est là, mais j'en ai un ou j'en ai une qui est à un autre endroit. Et souvent, ces managers on disait, mais finalement, votre équipe, elle est dans deux couloirs différents, elle est dans deux bâtiments, vous êtes déjà à distance. Mais globalement, on s'en sortait avec de la proximité. Et puis, il y a une crise. Rappelez-vous 2020. Alors, mars 2020, mais ça a commencé avant. Il y a une crise et à ce moment-là, bah, ce qui s'est passé, c'est que la crise, ça a secoué ce qui existait, hein, ça a remis en question ce qui existait et à ce moment-là, on a bien vu et j'ai bien vu, parce qu'à ce moment-là, avec un partenaire qui est Youno, on a mis en place une formation à distance qui s'appelait «Manager à distance en contexte de crise» et j'ai pu rencontrer des organisations qui tenaient le choc, des organisations où ça n'allait pas du tout et des organisations dans lesquelles ressortaient toutes des problématiques, précédentes. Et à ce moment-là, on a eu effectivement des actions de survie. Alors, pour certains, c'était je manage à distance parce que je ne peux pas aller au bureau, personne ne peut aller au bureau, tu es où? Qu'est-ce que ça donne? Mais il y a eu d'autres managers qui ont continué à manager parce qu'eux, ils ne pouvaient pas quitter. Donc on a retrouvé ces 2 grandes populations et il y avait des managers, qui, restaient à distance alors que leur équipe était sur le terrain. Comme m'a dit à un moment donné un manager, il dit: «Moi, je suis chez moi parce que je suis le seul qui est pas indispensable». Ils étaient sur des machines et à ce moment-là, chacun a inventé, un certain nombre de choses, et les équipes, ont fait preuve d'autonomie, d'initiative. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et on est passé après progressivement à une espèce de distance forcée et subie. Et on avait des situations dans lesquelles, il y avait 0 de distance, d'autres dans lesquelles il y avait 100 de distance, mais avec les jauges et autres joyeusetés liées au Covid, on ne pouvait pas forcément se voir, on ne pouvait pas forcément venir et c'était de la distance forcée et subie, hein. On ne pouvait pas venir en même temps. Si on venait, donc on avait des managers qui étaient, tout le temps à distance, d'autres qui étaient tout le temps là. Et puis ça a évolué et on s'est rendu compte que, la crise et la distance amplifiaient des risques qui existaient avant. On a beaucoup parlé à ce moment-là de perte de sens, de désengagement, et cetera, mais ça existait déjà avant. L'équilibre vie pro, vie perso, ça date pas de la Covid, hein. Le surcontrôle, le micro-management, hein, c'est-à-dire que tu fais ça, puis on en parle, tu fais ça, on en parle. Ou à l'inverse, le macro-management, on se voit, durant l'entretien annuel ou on se voit quand il y a une erreur, ça existait avant, mais ça a été amplifié. Et à ce moment-là, effectivement, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites, ce qu'on appelle le manager en contexte hybride. C'est comment on fait évoluer nos pratiques managériales et la façon dont ça se déroule avec les équipes, sachant qu'on est arrivé progressivement à 2 jours à distance, 3 jours en présence ou l'inverse, ou X jours par semaine, X jours par mois, des moments où on se voit en équipe, des moments où on ne se voit pas. Et au moment de la Covid, il y a eu beaucoup de gens qui ont mis en avant, le travail en 100 distanciel. Alors oui, effectivement, heu, pour certaines personnes et certains métiers, c'est tout à fait adapté. Mais on voit bien ces derniers temps qu'il y a un retour, hein. Tout ne peut pas se faire à 100 en remote, mais tout ne doit pas se faire forcément 100 en présence. Après tout, si j'ai 1 heure et demie de temps de déplacement, venir dans un bureau où je me retrouve sur mon ordinateur à travailler avec des gens qui sont à l'autre bout de la planète, il y a pas besoin de venir. Mais on a eu une certaine stabilisation et finalement, actuellement, dans certaines organisations, bah, c'est comme avant. C'est-à-dire, c'était bien avant, c'est bien maintenant. Dans d'autres organisations, c'était pas terrible avant, bah, c'est pas terrible après. Certaines organisations, c'est mieux qu'avant. Finalement, on a profité de la situation pour améliorer le jeu et dans d'autres organisations, c'est pire qu'avant.
Ça s'appelle le syndrome d'un jour sans fin, c'est-à-dire qu'on n'est pas mieux qu'avant, on est même pire et on sait que au prochain choc, ça va mal se passer, d'accord? Alors la bonne question, c'est: est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est fini? Bah non, non, hein, parce qu'on est dans un monde qui bouge et puis, des changements, va y en avoir, un monde VICA. C'est volatile, c'est incertain, c'est complexe et c'est ambigu. On voit bien qu'on a vécu là quoi? L'hybride et puis une crise. Mais, l'intelligence artificielle qui arrive, les changements, les accélérations vont amener encore plus les managers à devoir adapter, s'adapter, accompagner. Et donc, la Covid a été un événement qui a créé des changements, des transformations qu'on a dû accompagner. Le piège à ce moment-là, ça serait de se dire: «C'est bon, c'est fini» et il y a beaucoup d'articles qui sortent en ce moment, qui sont très intéressants à lire, mais c'est toujours intéressant de regarder avec un peu de recul, hein, de et je vous pourrez suivre le lien, cette étude est très intéressante. En décembre 2021, il y a une étude qui a été faite auprès d'environ 2000 personnes et les résultats ont été publiés en février 2022. Alors bien sûr, il y a des évolutions, mais c'est intéressant de voir des éléments de cette étude. Si on regarde, alors il y a eu plein d'évolutions qui ont été faites sur la façon de travailler, mais quand on demande aux collaborateurs, aux salariés quels sont leurs principaux souhaits, hein, on voit que les salariés souhaitent un management basé sur la confiance, plus de souplesse et de travail collaboratif. D'accord? Ils veulent, d'accord? Donc on n'est plus sur du télétravail, on n'est plus sur de la distance, on est sur une nouvelle façon de travailler. Ce qui doit donc amener à des façons différentes de faire, un management adapté. Deuxième élément, quand on demande les difficultés qui sont liées au mode hybride selon les salariés, alors il y a, la digitalisation, il y a les échanges, mais ça demande une capacité d'adaptation permanente. Or, on est rentré, hein, et vous pourrez regarder dans le webinaire précédent, on est rentré dans l'environnement où effectivement, on est plutôt sur un changement permanent qu'un changement ponctuel. Cerise sur le gâteau, on ils ont posé la question des évolutions des pratiques managériales. D'après vous, quel est le pourcentage de managers, hein, sur 100 qui ont déclaré que ça les avait amenés à modifier leurs pratiques managériales, à votre avis? Hein, il y a eu donc les managers ont été interviewés et on leur a demandé: «D'après vous, donc quel est le pourcentage de managers sur 100 d'après vous qui déclarent avoir modifié leurs pratiques managériales?» Allez-y, j'attends vos réponses dans le chat. C'est intéressant de voir. 46, alors je vais le dire à haute voix, 65, 45, 90, 2/3, 90, 10%, 15%, 30%, 35, 50, 80, 75, 50, 40, 15. Alors je mets votre question, Marianne, je la mets en favori, j'y répondrai après, hein. 35, c'est intéressant, hein, vous voyez le 5%, hein, alors attention, c'est pas parce qu'un manager a dit, «Je n'ai pas modifié mes pratiques managériales» qu'il ne l'a pas fait, parce que peut-être qu'il n'en avait pas besoin. Mais si on regarde ce que donne le résultat, ce que donne cette étude et vous pourrez la regarder en détail, c'est super intéressant. Roulement de tambour, 64 des managers disent ne pas avoir changé leurs pratiques managériales et donc 36 des managers indiquent avoir changé leurs pratiques managériales. Alors après, hein, ça serait intéressant de voir entre le déclaratif et la réalité, mais on voit bien que 2 tiers des managers disent que la situation, le Covid, le mode hybride n'a pas changé leurs pratiques managériales et quand on leur demande ce qui a changé, hein, c'est principalement des éléments concernant l'ajustement au télétravail, le mode hybride, d'accord? Et tout ça, c'est super intéressant, hein. Tout ça, on est d'accord, ce sont des bonnes pratiques et je pense que ceux qui ont dit: «On n'a pas fait changer nos pratiques managériales», l'ont fait, hein, alors ceux qui ne l'ont pas fait, bah, ça fait partie de ceux où c'est pire qu'avant. Alors c'est pas ça peut être lié à eux, ça peut être lié à leur organisation, ça peut être lié à plein de choses et si on regarde, hein, si on regarde finalement,
tout ça, c'est beaucoup autour de qui est où et effectivement, c'est important, hein, alors, 3 ans après, la crise, c'est différent d'il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a hein, mais qui est où? Qui fait quoi quand et comment on fait? Et on va dire que c'est tout à fait adapté aux contraintes de l'hybride, qui est qu'on ne se voit pas forcément, on doit se coordonner, on doit voir, bah, quand est-ce que tu viens et si tu viens, pour quelles raisons? Après tout, venir pour, bosser chacun dans son coin, c'est peut-être pas nécessaire. Alors, voilà. Le risque, c'est quoi? Et c'est un modèle que j'ai présenté dans le webinaire précédent. Bah, si on fait rien, on revient à l'état d'avant. Mais il y a un risque aussi, c'est quoi? C'est de se dire, voilà, bah, croire que parce que ça fait 3 ans qu'on est en situation, dégradée Covid, ça y est, c'est bon. C'est comme si on disait: «Bah, nos managers, ils managent depuis 3 ans en proximité, donc c'est bon, ils sont tous au top». Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont pas bons, mais ça veut dire qu'il y a encore besoin d'accompagner, parce que c'est pas parce que le management à distance et le management hybride sont en place, qu'il y a forcément, c'est au top. Par contre, on ne sera pas sur le «c'est quoi le management hybride?», on sera sur regardons, votre pratique et regardons qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce qu'on doit améliorer, qu'est-ce qu'on doit modifier. D'accord? Mais c'est un premier risque et je le vois bien dans quelques organisations, le fait de dire: «Bah, c'est bon, hein, on a passé l'hybride, on peut passer à autre chose». Le deuxième risque, qui lui est plus important et on l'a vu durant la période covid, c'est de figer l'organisation alors que ça doit s'adapter, hein. Moi, j'ai vu beaucoup d'organisations. Au début, on avait mis, chacun a fait son travail à la carte et puis très vite, on est arrivé sur des moments en commun. Mais si on a des moments en commun, bah, il faut qu'on fasse des choses en commun et puis finalement, on se rend compte que, on avait décidé que l'équipe untel venait tous les mardis et l'équipe bidule venait tous les jeudis, mais les 2 ont besoin de voilà, on va avoir besoin d'ajustements sans pour autant remettre en question ce qui a été fait, le faire évoluer. Et il y a un autre risque paradoxal, c'est c'est de vouloir réparer ce qui est pas cassé. Bon, on a déjà du mal en termes de management, bah, si on passait à l'agilité, si on passait à l'holacratie, si on passait à 3 petits points, hein. Alors qu'il y a des choses qui fonctionnent bien, il y a des choses qu'on a besoin d'améliorer. Donc c'est pour ça que par rapport à ça, il y a un élément qui est ressorti et c'est intéressant parce que quand on a créé la formation, Manager sur son contexte de crise, qui devenait manager à distance, dès le début, ayant des heures de vol et travaillant depuis des années, avec, d'autres formateurs, avec plein de managers, on a tout de suite travaillé sur, le management hybride. C'est pas que de la distance, c'est aussi de l'adaptation. Et donc ce que je vous propose là, c'est de rentrer dans le détail sur ce que c'est que management adaptatif. Et si on regarde de façon très simplifiée, on avait avant le Covid les 2 grandes questions qui étaient: «Au fait, ça va?» un management relationnel et c'est très important et puis le management sur les résultats qui était: «Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est à faire? Quand est-ce qu'on le fait?» Et tout ça, ça reste d'actualité, hein. On échange, on partage, on regarde où on en est et cetera, même si on va le faire de façon un peu différente. Ce qui a amené la Covid, ça va être de travailler sur plutôt la façon dont on travaille. Qui est là? Qui est où? Qui fait quoi quand? Comment on fait? Vous voyez? On va être plutôt sur aujourd'hui, où on en est, comment on doit l'améliorer, comment on doit le formaliser et puis comment faire en sorte que ce qu'on fait aujourd'hui, bah, on l'améliore demain. Le management adaptatif, ça va être tout ça, plus le fait de: «OK, mais on va l'adapter par rapport aux personnes», parce qu'il y a des gens, si je les appelle tous les jours, ça les déprime. Et puis il y a des gens, s'ils appellent pas tous les jours, heu et ben et ben ça les déprime pas, d'accord? On va aussi travailler sur qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce qu'on doit améliorer, qu'est-ce qu'on doit modifier et on va aussi se dire: «OK, aujourd'hui ça va, mais comment se préparer pour réussir demain, sachant qu'on n'est pas sûr de ce que sera demain?» Et donc on va bien t sur c'est cumulatif. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aussi regarder le passé, se dire: «C'est pas parce qu'on l'a fait dans le passé que c'était pas bien, on va le garder. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Comment on peut faire?» et surtout comment on peut renforcer la capacité qu'on a et qu'a l'équipe à s'adapter et à adapter. Donc on va dire que c'est du management augmenté. Alors c'est pas récent, mais ça devient une priorité. Alors si on veut parce que c'est intéressant parce que management adaptatif, leadership adaptatif, les éléments sont assez différents,
Mais si je veux volontairement cliver, on va dire que l'hybride, c'est je m'adapte au contexte hybride, mais une fois que c'est bon, même si je continue à l'améliorer. Le management adaptatif, hein, ça va être adapter et s'adapter, parce qu'il y a des fois, on doit s'adapter à ce qui arrive, mais il y a des fois, on doit aussi être proactif et adapter ce qui arrive. Hein, il y a beaucoup d'équipes où par manque de temps, on n'est que dans l'adaptation. On s'adapte. On se prend des coups et on se relève. Bah, au bout d'un moment, même les gens les plus motivés, ils se relèvent plus. Donc on va adapter ces pratiques selon les contextes, hybrides ou autres, mais on va aussi travailler à renforcer la capacité, la mienne en tant que manager et celle de mon équipe, à réussir, à mieux vivre, à préparer les prochaines adaptations. Vous voyez, c'est un cran au-dessus. C'est-à-dire que je sors de la situation actuelle et il y aura d'autres adaptations à faire que simplement le passage en hybride. Alors, continuons, rentrons un peu plus dans le détail. À votre avis, vous voyez, parce que vous êtes venu à un webinaire, mais moi, ça m'intéresse d'avoir, quelles sont, hein, quelle est l'action que fait un manager adaptatif que ferait pas un manager non adaptatif? Finalement, qu'est-ce qui différencie concrètement un manager adaptatif d'un manager qui ne l'est pas? Heu, Si on me disait: «Bah, tiens, Michel, Louis, Catherine, ils sont managers adaptatifs», d'accord, mais ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait récemment qui fait de la différence, à votre avis? Ça serait quoi, un manager adaptatif? Il fait quoi concrètement? Alors voilà, je vous laisse quelques instants pour répondre. Voilà, ça arrive. L'écoute, la remise en question, oui. Management rapproché, individuel, absolument. Alors on est d'accord, hein, si on a 3 personnes dans l'équipe ou 25. Comment veux-tu que je te manage? Oui, pose une question simple. Comment veux-tu que je te manage? Alors, oui, oui et non, Louis, on verra parce que, hein, il y a beaucoup de gens, quand on leur demande: «Qu'est-ce que tu veux?» Bah, ils veulent rien ou ce qu'ils veulent, c'est pas forcément ce dont ils ont besoin, mais c'est vrai qu'on va beaucoup être à l'écoute. Il écoute son équipe, il est agile. La communication et remise en question, commence par écouter les membres de son équipe. Il délègue plus pour les profils expérimentés. Alors, il délègue bien. Marianne, le piège qu'on a actuellement dans le mode hybride, c'est encore plus qu'avant, c'est parce qu'on est expérimenté, on est laissé en toute autonomie. Je rencontre et mes collaborateurs aussi un nombre de gens impressionnants qui, expérimentés, on les laisse tomber, entre guillemets, hein. Finalement, on les voit que quand ça va pas, mais on est d'accord. Il accepte de changer de point de vue, mais il va aussi essayer de faire en sorte que les autres changent de point de vue. Attention, hein, s'adapter et adapter, ça ne veut pas dire que systématiquement, c'est au manager de faire tous les efforts. Rend autonome, analyser le besoin du collaborateur pour mieux performer, décide de façon pragmatique et communique plus, manage différemment selon les personnes qui composent son équipe, il co-construit. Je le dis à haute voix, hein, parce que ce qui est dans le chat, ceux qui regardent le replay ne le verront pas. Individualise son management aux besoins de son interlocuteur, mettre de l'intelligence dans ce qu'ils font. Oui, 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 hein. Je ne sais plus, c'est Steve Jobs qui disait ou hein, c'est dommage d'embaucher des gens intelligents et puis de pas en profiter. OK? Excellent. Bon, alors maintenant je vais rentrer dans le détail, vous donner des éléments, mais ça me rassure, c'est assez en phase avec ce que j'avais prévu de vous présenter. D'accord? Alors le et si on regarde, hein, le management adaptatif s'appuie sur les fondamentaux du management qui restent d'actualité. Hein, travailler le management hybride, travailler, le management adaptatif peut nécessiter dans certains cas de revenir sur les fondamentaux du management qui ne sont pas les basiques, hein, on a ensuite après des particularités. Management transversal, non hiérarchique, de projet et tous ces éléments restent d'actualité dans le management adaptatif. Si je veux lancer un projet d'adaptation et que mon ambition est démesurée, qu'il y a pas d'étape et cetera, ça va vite s'arrêter. Donc on va avoir ces 2 éléments qui sont très importants, qu'on va compléter par on travaille sur aujourd'hui, hein, voilà, je vais adapter mes actions et les actions selon le contexte et les personnes. Bah, tiens, Alain, lui, il aime bien que je le laisse avancer, on va se caler sur le fait que c'est lui qui me sollicite quand il y a besoin. Par contre, le mardi, quand on se voit et le vendredi, on fait ça. Bah, il y a quelqu'un d'autre qui apprécie que je l'appelle régulièrement ou que voilà, on va adapter par rapport au contexte ou aux personnes. Et puis, bah, Alain, il est à 5 minutes, de l'endroit où on travaille ensemble, alors que, l'autre personne, est à 1 heure. On va adapter.
on va aussi accompagner sur le terrain, hein. Vous alors, le leadership adaptatif, c'est intéressant, mais très souvent, quand on regarde ce dont on parle par rapport au leader, ça va être développer l'équipe, donner une vision et c'est très, très complémentaire. Le manager adaptatif, c'est celui qui est avec l'équipe et qui va aider à aller du point A au point B. Il est dans le pratico-pratique. Et puis vous avez pas simplement aujourd'hui, vous avez aussi demain, hein, c'est aujourd'hui et demain. C'est-à-dire augmenter la capacité à réussir, développer le sentiment d'efficacité personnelle, hein, faire en sorte qu'on s'ajuste. Mais on s'ajuste pas parce que c'est à la mode, parce qu'on nous l'a proposé. On s'ajuste parce qu'on se rend compte que cette façon de faire est plus adaptée actuellement à la situation, plus adaptée aux personnes, plus adaptée aux métiers, plus adaptée aux besoins. D'accord? Donc on va retrouver ces 4 éléments et quand on va intervenir dans un environnement, quelquefois et très souvent d'ailleurs, quand je dis quelquefois, très souvent, on va revenir sur les fondamentaux parce que savoir, bien déléguer et adapter sa délégation par rapport à l'expérience, la proactivité et la motivation de la personne. Il y a des gens, ils aiment bien avancer tout seuls, il y a des gens, ils préfèrent qu'on avance avec eux. C'est du fondamentaux du management, hein. Par contre, on va encore plus rajouter des moments de capitalisation d'expérience, de façon à ce que la personne développe son autonomie et ensuite soit aussi proactive et autonome pour avancer. Alors, maintenant je vous propose un petit sondage, histoire de varier les plaisirs. Alors, je vais vous proposer actuellement, quand vous regardez votre environnement, quelle est la pratique que vous avez, dans votre alors ça peut être vous, ça peut être les managers avec qui vous travaillez. Quelle est la pratique actuelle? Est-ce que c'est faible, moyen, fort? Enfin, j'ai mis plusieurs possibilités. Alors là, je ne les vois plus parce que je vous les ai proposées. D'accord, donc regardons un petit peu où vous en êtes et donc, voilà encore quelques secondes. Quelle est la pratique actuelle du management adaptatif chez vous? Et j'arrête le sondage et on va voir ce que ça donne. Alors faible pour, 29, un peu pour 29, moyenne pour 14, en développement c'est en train de bouger. Voilà, ça bouge, ça bouge en temps réel. Allez-y, continuez, continuez, continuez. Voilà, encore quelques instants. Alors on voit qu'en développement, oui, hein, moi là, l'objectif du webinaire, c'est pas de dire que personne ne le fait, mais c'est de dire: «Faut le faire encore plus, faut le formaliser, faut que ça devienne un incontournable d'un parcours managérial». Donc on a OK, on continue encore un petit peu, je descends encore un petit peu. Donc faible 14-15, un peu 21, moyen 20, en développement 30, bien sûr, hein, encore quelques instants. Voilà. Bon, excellent. Hein, donc on a principalement, moyen et en développement à 50 et plus et oui, absolument, hein, l'environnement, les événements amènent à ce qu'on travaille ça, et c'est pour ça que quand on a des managers qui disent: «J'ai pas forcément fait des choses particulières», ça ne veut pas dire qu'ils ont rien fait, ça veut dire qu'ils ont fait des choses au fil de l'eau et ça serait intéressant, de le formaliser. Dans beaucoup des formations management hybride qu'on met en ce moment en place, on est beaucoup plus sur retour d'expérience, capitalisation, partage de ce qui a marché et ce qu'on pourrait améliorer, que de découvrir ce que c'est que le management hybride. Alors, maintenant, je vous propose, avant de vous présenter des éléments qui constituent ce que c'est que le management hybride, de revenir, si on veut accompagner des managers ou des équipes, on a intérêt à avoir soi-même une démarche adaptative. Hein, ça serait dommage de vouloir mettre en avant le management adaptatif et d'avoir une démarche non adaptative. Et donc, alors, il y a c'est un point très important, je sais, les managers sont des surhommes et des surfemmes, ils sont capables de tout, ils veulent tout faire et cetera. Mais quand on voit le nombre de choses qu'on leur demande, on doit tenir compte du fait qu'ils manquent de temps, de ressources, hein, les équipes, c'est pareil et que finalement avoir des ambitions irréalistes, irréalisables, c'est le meilleur moyen, que rien ne se passe. Donc on doit être sur des choses simples et on va prioriser les chantiers prioritaires.
d'accord? Il y a un point très important, c'est des gains rapides, hein, en France, on est les champions du lancement. C'est impressionnant le nombre de trucs qu'on lance. Puis une fois que c'est lancé, bah, on passe à autre chose, hein, moi je préfère annoncer l'effet que l'effet d'annonce, hein, voilà, heu et se dire: «OK, on va pas tout changer, les managers, ils iraient déjà très bien, on va pas tout changer. On va peut-être améliorer ce point-là, ce point-là, ce point-là et le faire suffisamment de fois pour que ça devienne une réalité». D'accord? Et on va lancer des choses assez simples au démarrage, on va pas vouloir tout changer et puis mettre à jour, hein, améliorer en se disant: «Bah, l'organisation idéale n'existe pas, on va être sur des ajustements». C'est ça l'adaptation, on s'ajuste, hein et puis quelquefois on fait machine arrière parce qu'on s'est rendu compte que ce qui marchait hier marche moins bien aujourd'hui et donc ça fait aussi partie des éléments, apprendre à savoir se tromper. C'est pas grave de se tromper. C'est pas grave si on en tire enseignement et si on améliore le jeu. Et effectivement, les managers qui reconnaissent qu'à un moment donné, le choix qui a été fait n'est plus adapté, on en prend un autre, ça se passe beaucoup mieux que ceux ou celles qui continuent à dire que non, non, ils ont raison, et cetera. Alors, si on reprend ensuite, on va cadrer, hein, on va donner un cadre, alors on reprend les éléments à gauche et on va se dire où on en est actuellement par rapport aux personnes qu'on va accompagner, hein, quelles sont les pratiques actuelles dans les 4 dimensions et il y a plein de bonnes pratiques souvent, hein. Quels sont les écarts? Quelles sont les causes des écarts? Est-ce que c'est du savoir? Est-ce que c'est pouvoir? Est-ce que c'est vouloir? Enfin, d'où ça vient? Quelles sont les résistances probables? Hein, parce que tout changement amène à ce qu'il y ait des résistances, et les résistances peuvent venir des personnes, de l'environnement, des managers, hein, des équipes. Et puis, est-ce que les gens ont conscience du fait qu'il y a un écart à combler? Après tout, si on pense que tout va bien, il y a pas de raison de bouger. Puis ensuite, on va travailler, ça c'est fondamental, je vais y revenir après, hein, parce que l'adaptation, c'est pas de réinventer la roue en permanence, c'est de se dire, bah, ce qu'on a déjà, qu'est-ce qui est efficace? Qu'est-ce qu'on pourrait renforcer? Qu'est-ce qu'on doit évoluer? Comment on s'y prend progressivement? Et puis on va définir des actions prioritaires et se dire, bah, plutôt que d'avoir 10 chantiers différents, on en prend 2, on en prend 3 et on les lance progressivement et puis progressivement, on va améliorer le jeu. Alors ça fait moins enfin, on n'aura pas 20 sur 20 parce qu'on a tout changé, mais au moins on aura réussi le changement. Car on doit être sur des choses réalistes. Dans beaucoup d'équipes, les gens se désengagent et sont démotivés, non pas parce qu'ils n'ont pas d'ambition, mais c'est qu'à un moment donné, entre ce qu'on attend d'eux et le temps et les moyens dont ils disposent, ils se rendent compte que c'est pas faisable. Si on priorise ça, si on prend des éléments, on voit très rapidement des équipes se remettre en dynamique et des managers aussi. Alors, on continue un petit peu. Maintenant, moi, je me suis dit à ce moment-là, est-ce que je donne des exemples de chez des clients? Mais chaque client est différent, chaque groupe est différent. D'ailleurs, dans chaque formation, hein, ce type d'action nécessite des formateurs, des accompagnateurs, et cetera, qui vont être capables d'adapter en temps réel par rapport à ce qui se passe dans le groupe. Hein, c'est pas, «Bonjour, je viens vous présenter le management adaptatif». Ça quoique ça pourrait exister, mais ce serait quand même bizarre. Et donc, je me suis dit: «On va plutôt partir des grands éléments, qu'on travaille avec nos clients» et l'un des éléments clés, et j'en parlais tout à l'heure, c'est sortir de l'urgence urgente. Alors oui, je sais, il y a des crises, il y a des problèmes, mais quand on regarde les gens qui ont l'habitude de gérer des crises, les pompiers, les gens du RAID, le SAMU et cetera, ils savent qu'à un moment donné, si on est tout le temps dans la réaction, au bout d'un moment, ça va mal se passer. On doit aussi aller dans la proactivité. On doit aller sur de l'important et du pas urgent. Et c'est ce qui manque actuellement pour beaucoup de managers. Ils sont tous à droite dans la réaction, dans l'urgence. La plupart des échanges avec les collaborateurs, que ce soit à distance ou en proximité, c'est: «Ça va? Ça se passe bien le dossier machin?» Alors ça fait partie du management. Mais à un moment donné, se poser, échanger, partager: «Alors comment ça va? Quoi de neuf? Qu'est-ce que tu me proposes? Comment on pourrait faire ça?» C'est ce qui fera véritablement la différence et on va retrouver exploiter le passé. On se pose à un moment donné, on regarde ce qui s'est passé et on regarde, on prépare, on améliore et cetera. On le fait plusieurs fois. On se dit: «C'est pas aujourd'hui que ça va être important, c'est je démarre aujourd'hui un truc simple, on va l'améliorer en plusieurs fois et dans 2 mois, on fera le point et on regardera, après 3-4 étapes où on en est. Est-ce que c'est utile ou pas? Quels enseignements on en retire pour continuer?»
Donc la maîtrise du temps et sortir de l'urgence, alors je vous conseille, hein, j'aborde ce sujet-là dans le premier webinaire. Allez-y, vous verrez, il y a des choses, très opérationnelles. Une fois qu'on a fait ça, pareil, ça c'était le 2e webinaire, on va travailler, renforcer la résilience, c'est ce qu'on appelle l'antifragilité, c'est-à-dire le fait que, bah, je me prends un coup, mais ce coup me permet de m'adapter, d'adapter, de progresser et on va retrouver, capitaliser, co-construire, enfin, ces éléments, je les développe dans le 2e webinaire, allez-y, j'en ai repris 2, hein. L'un des éléments qui sera important, c'est de tirer enseignement des expériences, hein. On n'apprend pas parce qu'on vit des expériences, on apprend parce qu'à un moment donné, on se pose et on analyse qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça a donné, quels enseignements on en retire, en quoi ça conforte ce qu'on faisait déjà et en quoi ça donne des idées différentes et puis on teste des choses qui permettent d'avoir des expériences à nouveau et cetera. Et ça, c'est très important parce que, dans les crises, on a tendance à enchaîner les expériences. Quand ça va bien, bah, on s'en rend pas compte et quand ça va moins bien, on en parle, mais on parle du problème et on s'en sert assez peu pour améliorer le jeu. Autre élément qu'on va travailler, c'est, ce qu'on appelle la rétrospective. C'est qu'on va partir du terrain et on va dire: «Ce sujet-là, sur les 2 derniers mois, sur la dernière année, de la façon dont on gère nos réunions d'équipe». Et on va commencer, contrairement à la mode française, à parler de ce qui va bien. Donc, Louis, quand vous parliez tout à l'heure d'améliorer, je ne vais pas dire à mon collaborateur: «Qu'est-ce que tu voudrais que j'améliore dans mon management?» parce que je lui demande de me parler uniquement de ce qui ne va pas. Je vais lui dire: «Bah, de la façon dont on fait ça, qu'est-ce qui marche bien et qu'on doit garder? Qu'est-ce qui marche bien, mais qu'on pourrait améliorer, faire plus, plus souvent ou différemment?» Et c'est important parce qu'il vaut mieux partir de ce qui fonctionne ou de ce qu'on pourrait améliorer. Puis ensuite, on va se dire: «Bah, qu'est-ce qui n'est plus adapté, qu'on devrait faire évoluer?» Mais par rapport à ça, il y a les trucs qui vont demander du temps, qui sont des projets, puis il y a surtout quelles sont les actions rapides qu'on peut faire pour des gains immédiats. Moralité, OK, bah, tiens, on va tester ça et puis dans 15 jours, dans un mois, on fait le point parce qu'on a prévu du temps pour ça, ce qui permettra d'améliorer le jeu. Donc vous voyez, quand on va améliorer, hein, je reviens, qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Qu'est-ce qu'on peut changer? Et c'est important le qu'est-ce qui marche bien. Ça va, je vous ai pas perdu? Mmh. Dites-moi, dites-moi. Oui, non, vous dites: «Ah, j'ai bien fait de venir». J'attends de voir. Je vous ai pas perdu? Si, je vous ai perdu, j'ai personne qui répond. Excellent. Merci Dominique, il y en a qu'un qui est pas perdu. D'accord? Pas encore. Merci Sylvie. Alors, d'accord, et tout est OK, merci, top. Voilà, hein, donc, alors autre point qui va être intéressant, c'est alors, vous avez plein de modèles, vous avez Herman, vous avez le MBTI, vous avez le 10, vous avez la Processcom, vous avez les styles sociaux, vous avez ce que vous voulez, enfin, le 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 principe, c'est de se dire: «On n'a pas tous forcément les mêmes modes de fonctionnement». Comprendre quel est mon mode de fonctionnement et qu'il y en a d'autres qui ont peut-être un mode de fonctionnement différent, permet d'élargir, l'ensemble de ces actions, hein. Parce qu'on a tendance à reproduire, ce qui nous convient, ce qui nous plaît et la façon dont ça fonctionne. Mais alors c'est intéressant tous les couleurs et cetera, mais ce qui va être intéressant, et c'est de prendre encore plus de hauteur et de regarder. Il y a un modèle très intéressant, qui est un modèle qui permet de revenir sur la culture, sur les valeurs compétitives, c'est-à-dire ce qui est attendu, ce qui est apprécié et ce qu'on devrait faire. Alors, vous allez ceux qui connaissent les différents profils, vous allez retrouver plein de choses que vous connaissez déjà, mais on va commencer au niveau de l'organisation, d'accord? Parce qu'on travaille dans une organisation et les organisations, elles ont des façons de faire qui sont, particulières. On va avoir un côté, un paramètre qui est on est tourné vers l'interne et on s'adapte et c'est très bien et d'autres, on est tourné vers l'externe et on adapte, d'accord? Et puis à gauche, on est plutôt centré sur le contrôle et la stabilité et à droite, on est plutôt sur la liberté et la flexibilité et une bonne équipe, c'est un peu des 4. Mais si je dois accompagner, par exemple, une équipe qui est dans un modèle qu'on appelle le marché. Le marché, c'est quoi? Alors ça peut être une organisation, ça peut être dans une organisation, une équipe ou ça peut être une sous-équipe.
Mais une équipe marché ou une organisation marché, c'est une organisation dans lequel les résultats sont importants, dans lequel l'action, c'est important. On est tourné vers les clients, on est plutôt vers la compétition, on doit aller vite. Beaucoup d'organisations de production, beaucoup d'organisations industrielles sont basées sur le marché, hein, on doit livrer aux clients, on doit ne pas être dépassé par des compétiteurs. Alors, c'est super intéressant ce modèle, hein, à condition de le compléter par un autre modèle qui est le modèle du clan. Le clan, c'est quoi? C'est on est une équipe, on échange, on partage, les valeurs sont importantes, ce que pensent les gens, c'est important, l'informel, c'est important. Quand tout va bien, on va aller dans les différents cadrans. Le risque, c'est quoi? C'est qu'une organisation marché ou une équipe marché, étant centrée sur les résultats et sur l'action, si elle ne fait pas gaffe, on arrête de se parler, on arrête d'échanger, on arrête de faire ce qu'il y a dans les autres cadrans. Sauf que si vous arrivez auprès d'une organisation marché, une équipe marché, en disant, «On va faire, du clan, on va faire ceci, on va faire cela», ils vont vous regarder en disant: «Mais il est pas bien». Si par contre vous travaillez en disant: «Vous, c'est marché, bah, voyons comment on peut améliorer cette zone-là, mais surtout comment en allant chercher dans les 3 autres zones, on va pouvoir faire en sorte que vous continuiez à atteindre vos objectifs». Et donc on va avoir d'un côté le marché, on est centré sur le résultat, on est centré sur la compétition et c'est très bien parce qu'on avance, mais il y a un risque non négligeable de finalement on ne se pose que quand ça va pas. Le clan, c'est intéressant parce qu'on échange ou on partage, mais il y a un risque pour préserver le consensus et les habitudes, on n'ose pas changer. On peut arriver dans ce qu'on appelle la guerre des clans, c'est-à-dire, dans une équipe, il y a un clan qui ne parle pas à l'autre. On va avoir une autre dimension qui va être intéressante, c'est la dimension, hiérarchie. Alors, hiérarchie, c'est le terme utilisé par les auteurs, hein, c'est, respecter le process, respecter les règles, faire bien, faire ce qui était prévu. On intervient dans le monde du nucléaire. Oui, dans le monde du nucléaire, hiérarchie, c'est important. D'ailleurs, dans beaucoup, d'entreprises, industrielles, on va avoir marché et hiérarchie. Alors, quand tout va bien, on va continuer à avoir du clan. Quand le rythme s'accélère, et c'est le cas actuellement avec les crises, on risque de perdre ça. Or, s'il y a pas des éléments clans, bah, au bout d'un moment, il y a plus de cohésion, les gens, ils se désengagent et cetera. Et puis, vous avez enfin le quatrième modèle qu'on appelle l'adocratie. Alors, l'adocratie pour je crée des solutions ad hoc par rapport à un problème, hein, c'est-à-dire qu'on invente des choses en avançant. Et si vous êtes une entreprise ou une organisation ou une équipe ou une personne qui est dans l'adocratie, quand il y a un problème, vous le résolvez puis vous passez à autre chose. Si on vous dit à un moment donné: «On va tout formaliser, on va tout processer», comme dans les hiérarchies, bah, ça ne sera pas mieux qu'avant. Si par contre on travaille sur, bah, l'adocratie, hein, le design thinking, c'est des étapes, on peut formaliser certains process qui vont aider à ce qu'on parte moins dans tous les sens. Et puis pareil, une équipe qui est en hiérarchie, qui est là pour bien faire et cetera, si on leur dit: «À partir de maintenant, on va innover, on va tout changer», on est sûr de les perdre. Et donc ça va être intéressant de comprendre dans quelle organisation on est, ce qui est attendu, de mon équipe et souvent il y a un ou 2 cadrans et à l'intérieur, comment les personnes voient leurs principaux rôles. Et une bonne organisation, ça va être de travailler sur les 4 et ça va être de faire en sorte que le cadran qui est attendu de l'équipe soit présent, tout en travaillant sur les 3 autres. Alors, je vous propose un petit sondage juste pour voir, ce que ça donne. À votre avis, quels sont les alors hop, j'ouvre, les votes, pouf, pouf, pouf. Alors, quelles sont les 2 zones qui sont les plus présentes actuellement dans votre équipe ou votre organisation? Est-ce que c'est marché? Est-ce que c'est j'en ai mis 2, hein, parce qu'en général, il y en a 2, hein, c'est quoi les zones les plus présentes, dans votre équipe? Ah, peut-être que je me suis planté. Marché, hiérarchie, voilà, ça arrive, marché, hiérarchie. Alors vous pouvez le mettre dans le sondage, vous pouvez l'écrire, hein, hiérarchie et clan et quand on va adapter, si j'ai hiérarchie et clan et que je dis, et que les gens avec qui je travaille, je leur parle que marché et adocratie, je vais les perdre.
Si par contre je travaille sur on va se focaliser sur certains résultats et voir ce qu'on peut peut-être, modifier de façon à continuer à bien travailler ensemble et à faire bien ce qu'on fait, vous aurez beaucoup plus d'adhésion. Alors ça paraît évident quand on en parle, mais ça veut dire que la démarche ne sera pas la même en fonction de l'organisation et on peut avoir des évolutions. On était avant une équipe qui était hiérarchie et clan et l'environnement fait qu'on doit être centré sur le marché. Bah, ça peut être fait de façon très positive comme mal vécu par les personnes. Alors, hop, donc si je clos oui, il y a beaucoup marché dans le sondage, il y a beaucoup hiérarchie, il y a beaucoup adhocratie. Alors clan est souvent moins représenté, mais c'est un aspect extrêmement important, hein, quand on parle de travailler en équipe, on va être dans les 4 dimensions, hein, mais l'aspect clan est effectivement très important. Bon, alors, quelle heure il est? Ouh, je vais avancer un petit peu. Alors, autre point, mais ça j'y reviendrai dans un prochain webinaire. Le prochain webinaire, je vais parler d'autonomie. De proactivité et d'autonomie parce que c'est un sujet où il y a besoin de rentrer dans le détail et quand j'ai commencé à le travailler pour ce webinaire, je me suis dit: «Mais tu tu vas mettre ça va prendre 3 jours». Heu, hein, on va retrouver ce qu'on appelle le management situationnel, c'est-à-dire je vais adapter mon style de management qui peut être directif, persuasif, participatif ou délégatif en fonction de l'autonomie des personnes. Et si vous regardez les auteurs qui en parlent, alors quand on rentre dans le détail, c'est beaucoup plus fin que ce qu'on a retenu, mais souvent on retient ça. Souvent, on parle de on va adapter son management en fonction de la compétence et de la motivation. Quelqu'un qui est compétent et motivé, je vais déléguer. Eh ben, avec le recul, moi je ne suis pas d'accord. On peut avoir des gens très compétents et très motivés qui veulent pas d'autonomie. Ils veulent, qu'on soit directif avec eux et être directif, hein, c'est pas dictatorial. On me dit ce que j'ai à faire, je le fais bien. Ma zone d'autonomie, c'est de faire, ce que j'ai toujours fait et ce que je fais bien. Sauf que dans une crise, bah, des gens qui étaient autonomes dans une zone, bah, quelquefois, ils peuvent perdre cette autonomie et donc on travaillera plutôt sur par rapport à l'autonomie réelle, la proactivité, la motivation de la personne, comment doser les actions de façon à ce que chacun s'y retrouve. Et un point très important, hein, l'autonomie n'est pas l'indépendance. Dans beaucoup d'organisations, par manque de temps, on laisse les gens autonomes en toute autonomie. Autrement dit, tu plus parler de moi parce que tout va bien, d'accord? Ce qui était un modèle managérial français pendant un certain temps. Alors, dernier point que je voulais voir avec vous, il y a un point important, ça va être de ritualiser, hein. On retrouve, plus ça bouge, plus on doit avoir des rituels. Alors, certains managers ont trop de rituels, d'autres en ont pas assez. Mais on va travailler sur différents types de rituels. Quels sont les moments où moi tout seul, j'avance sur des sujets et pas uniquement urgents? Quels sont les moments où je vais échanger vraiment avec un membre de l'équipe? Quels sont les moments avec l'équipe, je ne vais pas être uniquement dans je présente de l'information? Quels sont les moments qui? Et on se rend bien compte que si on regarde les 4 dimensions, vous voyez, c'est intéressant pour analyser. Bah, finalement, il y a beaucoup de managers qui se rendent compte que dans leur semaine type, déjà, ils ont beaucoup de trucs à faire, ils ont beaucoup de rituels, mais qui sont souvent des rituels d'action, des rituels de coordination, donc on parle que de l'urgent et de l'important. Alors, ça fait partie du job, mais à quel moment j'échange vraiment avec un collaborateur? C'est-à-dire, je prends un quart d'heure pour l'écouter vraiment et non pas, «Au fait Pierre, ça va, sur le dossier X?» C'est très bien ça, mais à un moment donné, bah, écoute Pierre, on se prend un quart d'heure, une demi heure, alors, tu es où? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que tu as besoin d'aide? De quoi? Enfin X. Et donc, c'est bien le fait d'avoir, alors pas forcément toutes les semaines, mais à des moments marché, des moments clan, des moments, hiérarchie et des moments adhocratie, qui vont permettre qu'effectivement on soit sur un modèle, hein, et je précise bien, dans certaines équipes de managers, il y a trop de rituels, dans d'autres, il y en a pas. Et d'ailleurs, souvent ceux qui en ont pas se rendent compte qu'ils en ont, mais que c'est pas formalisé. Et puis dernier point, mais j'y reviendrai la prochaine fois, vous voyez, demander, recevoir, exploiter les feedbacks, hein, c'est, bah, plutôt que de projeter sur mes collaborateurs, tiens, la façon dont se déroulent les réunions, heu, qu'est-ce qu'on doit garder parce que ça marche bien? Qu'est-ce qu'on doit faire évoluer et qu'est-ce qu'on change?
hein, c'est pas la peine de se dire, «Tiens, ils ont l'air de pas accrocher dans les réunions, comment je vais procéder?» Et à ce moment-là, je me suis dit dans ma présentation: «Si je veux lister tous les chantiers, ça va être très long» et donc je vous ai mis les autres sujets, qu'on va mettre dans nos interventions. Alors, dans certains cas, on l'aborde pas du tout, dans d'autres, on l'aborde un petit peu, dans d'autres, ça devient la priorité. Accompagner ses collaborateurs, l'intelligence émotionnelle et situationnelle, l'assertivité, le courage managérial à tout niveau hiérarchique, transformer une tension et crise en occasion de progrès. OK, il y a eu un problème dans l'équipe ou entre équipes, comment on en sort par le haut? Motiver, engager, fidéliser, non pas en partant de ce que moi j'imagine, mais en partant de ce que les personnes souhaitent réellement, et cetera, et cetera. D'accord? Voilà, donc ça, c'était pour vous présenter les éléments de qu'on retrouve, dans le management adaptatif. Alors, maintenant, vous avez suivi, ce webinaire. Si vous deviez retenir une action par rapport à celle que j'ai présentée, ça serait quoi l'action où vous dites: «Bah, par rapport à ce que j'ai vu avec Jérôme, tiens, ça serait ça à faire assez rapidement ou à faire encore un petit peu plus». Ça serait laquelle en priorité? Pour être encore plus des managers ou des personnes adaptatives, hein, parce que ce que je vous ai mis là, c'est pour tout le monde, hein. Ça serait quoi le truc? Le truc où vous vous dites: «Ce serait bien de le faire un petit peu plus». Une action. Alors, ritualiser davantage, oui, et des rituels sur des zones qui sont pas urgentes et importantes, hein, c'est parce que des rituels d'urgence et d'importance, on en a tous, hein, ça, c'est pas un problème. Quelquefois, il y en a trop d'ailleurs. Oui. Et vous voyez le enfin et ça peut être ça, hein. Enfin, c'est pas que ça, mais ça peut être ça, hein. Si j'ai pas de temps pour, j'ai beau avoir toutes les intentions du monde et cetera, il se passera rien. On sera tout le temps dans la réactivité. Demander du feedback. Oui, hein, moi j'avais une manager récemment qui me dit: «Ah, je pense que dans les réunions d'équipe, ils s'ennuient, alors je vais mettre des jeux, comme ça ils s'ennuieront moins». C'était une jeune manager dans un monde digital. Je lui ai dit: «Mais ils vous ont dit qu'ils voulaient du jeu?» «Non, mais je vois bien qu'ils s'ennuient». Je dis: «Bah, écoutez, demandez-leur demandez-leur, qu'est-ce qu'on garde dans les réunions? Qu'est-ce qu'on fait évoluer? Qu'est-ce qu'on change? Parce que vous, vous aimez le jeu, mais eux, peut-être qu'ils ont pas du tout envie de jouer. Donc ritualiser, qu'as-tu fait? Comment vas-tu? Oui, oui, hein, c'est et on est bien sur les 2. Or souvent, par manque de temps, c'est alors ceux qui sont clans vont dire: «Comment vas-tu?» et vont oublier le qu'as-tu fait. Ceux qui sont marchés vont parler que du qu'as-tu fait et assez peu du comment vas-tu. Mais il y a aussi le comment on pourrait mieux travailler ensemble, qu'est-ce qu'on doit améliorer et cetera. Réorganiser, individualiser selon les besoins du collaborateur, ritualiser, questionner les besoins de l'équipe, oui, et ensuite prendre une action simple. Il vaut mieux une action simple qu'on mène au bout que le grand truc qu'on lance où l'équipe se dit après, «Ouais, Jérôme, il y a 2 mois, il avait dit qu'on ferait ça, tu as eu des nouvelles toi?» «Bah non». Excellent. Bon, alors on arrive à la fin de ce webinaire, juste pour vous présenter. Alors, quand on intervient, mais on intervient toujours en adaptant nos actions et ce qui va être important, hein, alors là, j'ai présenté les éléments, mais bien évidemment, quand on intervient, on ne présente pas les éléments. On s'en sert pour aider nos participants à 3 petits points. Hein, c'est pas de présenter le sujet. Les modèles n'ont aucun intérêt. Ce qui est intérêt, c'est en quoi ça aide le jeu. Hein, c'est, bah, tiens, le modèle marché, clan, adocratie, c'est en quoi ça vous donne des idées de choses à continuer ou de choses à modifier, hein. Et après, on va intervenir, que ce soit en salle, à distance, dans les parcours et D'accord? Voilà, donc ça, c'était maintenant, je vous propose la dernière étape qui est: est-ce que vous avez des questions? Ouh là! 14h54, j'ai bien fait, d'enlever un sujet d'enlever des sujets pour les mettre sur les prochains, hein. Ah, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des points ou des questions sur lesquels vous aimeriez que je revienne dans les 5 minutes qui restent? Alors je regarde dans les favoris. Concernant, ah oui, allez-y, que c'est les tout est clair, hein, donc c'est clair. Merci Isabelle.
Alors c'est intéressant parce que c'était un sujet qui me trottait en tête depuis un certain temps, hein, et je me suis dit: «C'est l'occasion du webinaire pour formaliser des éléments», sachant que comme on est sur l'adaptatif, par définition, ça réinvente pas la roue, mais ça permet d'aller plus loin par rapport à des choses qu'on fait, naturellement. Oui, alors est-ce que les slides seront envoyés? Oui, absolument, ils seront mis à votre disposition. C'est pour ça, hein, que à chaque fois, dans chacun des webinaires, je mets à disposition, ces éléments. Alors ce que je mets pas à disposition et c'est normal, c'est le comment on le traite avec nos apprenants dans le cadre de nos actions. Ça, on va dire, c'est notre secret de sauce comme disent les Anglais, hein, c'est notre tour de main. Mais oui, et ce qui est important, c'est pas les modèles, ce qui est important, c'est en quoi les modèles aident le jeu. Alors est-ce qu'il y a d'autres questions? Très claire, intéressante, merci. Super, top. Donc, à un moment donné, vous souhaitez aller plus loin, vous souhaitez vous voyez des besoins, si vous voyez des personnes que ça pourrait aider, vous rentrez en contact avec moi, c'est avec plaisir. Heu, donc je regarde un alors me con moi concernant oui, alors, concernant les souhaits d'évolution du travail, oui, oui, alors c'est toujours intéressant, hein, parce que, vous savez, moi je crois toujours ce qu'on me dit, mais c'est pas pour autant que ce qu'on me dit, c'est réel. Vous savez, hein, c'est un grand classique, «Oui, oui, vous allez voir sur ce sujet, ils sont très motivés» ou «Ah, ils sont pas motivés». Mais non, ce qui est important, c'est le réel. Effectivement, concernant les souhaits d'évolution du travail et quand on parle de télétravail, de quoi parle-t-on? Hein, on peut avoir des tiers-lieux. Si par exemple, je vais tout le temps au même bureau et que mon domicile est pas très loin de mon travail et que chez moi, les conditions sont bonnes et que mon activité s'y prête, bah, finalement pour moi c'est acquis. Hein, c'est normal. Si par contre, tout à coup, je me rends compte que, ou peut-être il commence à apparaître que, bah, finalement, ce qu'on avait prévu, c'est pas terrible, ça marche pas, ou comme dans beaucoup d'organisations, quand je viens au bureau, comme, les bureaux ont été réduits parce on est moins nombreux à venir, je passe 1 heure à tourner avec mon sac à la main en essayant de trouver un poste, bah, ça va être de se dire: «Faut qu'on retravaille la façon de s'organiser». Oui, oui, c'est très humain. Voulez-vous me travailler dans non, alors, merci Sylvie. Merci. Alors, merci pour votre dynamisme. Dommage que mes collaborateurs n'aient pas ce dynamisme. Voulez-vous venir travailler dans mon équipe? Heu, on peut avoir des gens très dynamiques, mais pas forcément aussi expressifs que moi, hein. Alors, je regarde s'il y a des questions. En travaillant ce sujet volontairement, j'ai mis de côté, la proactivité et l'autonomie parce que ça, c'est un point extrêmement important. Heu, on a beaucoup d'éléments qui circulent sur, les collaborateurs veulent être autonomes, tout le monde veut être autonome, les jeunes veulent être autonomes et il y a des choses à clarifier, hein, parce que, moi, je fais régulièrement cet exercice et mes collaborateurs aussi, hein, quand on demande à des managers ou à des collaborateurs: «C'est quoi être autonome?» Souvent, ils vous disent: «C'est travailler seul». Alors c'est pas vraiment ça l'autonomie, hein, c'est une des parties de l'autonomie qui est l'indépendance. Donc on va travailler la prochaine fois sur quelles sont les conditions de réussite pour, alors que ça bouge, heu continuer cette proactivité et autonomie. Et j'étais récemment avec une organisation, où je leur ai demandé, j'avais 120 managers, c'était lors d'une conférence pédagogique dans lequel il y avait des activités et ça durait plus longtemps et je leur ai demandé à un moment donné, heu, quand vous regardez l'autonomie que vous avez actuellement, est-ce que vous en avez pas suffisamment? Est-ce que vous en avez juste ce qu'il faut? Ou est-ce que vous en avez trop? Et bah, la plus grosse réponse, c'était: «J'en ai trop». Hein, pourquoi? Parce que on peut avoir des personnes qui sont efficaces, qui sont expérimentées, qui sont organisées. Moralité, bah, parce que les managers ont beaucoup de boulot, beaucoup de projets, ils ont tendance, et c'est tout à fait humain, à se focaliser sur ceux qui ont moins de facilité et à laisser en toute autonomie des gens expérimentés. Si on prend conscience de ça et qu'on met en place des actions, on peut continuer à faire en sorte que l'autonomie soit quelque chose qui est bien vécu. Alors oui, oui, les supports du contenu, vous pourrez les télécharger, juste après, ils vous seront disponibles, je vais les publier. Voilà, il est 15 heures. On arrive au bout de cette
de ce webinaire sur le management adaptatif qui est finalement du management augmenté, hein. C'est le fait de continuer à mettre en œuvre des actions managériales tout en travaillant sur regarder demain, hein, mais regarder demain en s'appuyant sur ce qu'on a fait hier. Parce que, le management adaptatif, c'est pas une transformation, ça va être de se dire: «Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on fait évoluer?» Sur ce, on arrive au bout de ce webinaire. Je vous remercie de votre participation. Le replay sera disponible très bientôt, les supports aussi. Et je vous dis au 9 octobre à 14 heures, où je reprendrai des éléments et je rentrerai dans le détail sur la proactivité et l'autonomie. Merci à vous. Au revoir. Merci MacGyver pour cette présentation très claire. Alors MacGyver, hein, c'est un de mes clients qui m'a appelé comme ça, hein. C'était pas moi, hein. Il m'a dit: «Ah Jérôme, vous êtes un vrai MacGyver dans la formation», tu vois? Moi, j'aime bien cette phrase-là. Allez, j'arrête l'enregistrement. 5, 4. Et puis bonne rentrée au fait.